Alors, bienvenue à tous pour cette session de coaching du 29 janvier 2014. L'objectif de cette nouvelle session, comme je l'ai dit hier, est d'apprendre particulièrement à utiliser le système méthode de trading de A à Z sur les time frames bas. Donc essentiellement de synchroniser M30, M15, M5 pour ceux d'entre vous qui font du trading intraday, voire même du scalping. On repassera quand même en revue quelques notions importantes qui nous viennent du trading long terme, hein, parce qu'en fait, si vous regardez mon écran, vous avez ici aussi en dessus Weekly, Daily, H4, H1, typiquement les time frames qui nous permettent de trader le long terme. Et puis on a la même configuration sur chacun de ces graphiques, à une exception près, c'est pour le daily, où on a en plus affiché l'indicateur spécial qui s'appelle le Currency Slope Strength, c'est-à-dire la force relative ou la courbe relative de la force des monnaies entre elles, qui nous permet effectivement de comparer en un coup d'œil qui domine en ce moment du point de vue force sur le marché. Est-ce que c'est le dollar, est-ce que c'est l'euro? Alors l'euro est la ligne bleue, le dollar est la ligne grise. Un petit rappel aussi, si vous voulez afficher rapidement l'une de ces fenêtres sans la déplacer, vous pouvez, il y a deux manières de faire, soit vous passez ici en cliquant sur la petite icône qui permet de maximiser, puis ensuite pour revenir de minimiser, ou bien vous avez une deuxième solution qui est de double-cliquer, il y en a trois même des solutions. Deuxième solution, ça serait de double-cliquer sur la barre haute de la fenêtre, hein. Et puis, troisième solution, celle que j'aime bien utiliser, c'est de cliquer simplement, double-cliquer sur ici l'onglet, hein. On double-clique sur l'onglet et on a maintenant cette fenêtre qui prend tout l'espace disponible, ce qui nous permet rapidement de passer ainsi de l'un à l'autre, hein. Voilà, double-clic à nouveau sur l'onglet, elle a repris sa position. Donc si je choisis maintenant Daily, voilà, je retrouve mon Currency Strength Slope, le nom est ici, voilà. Et là, vous avez la force relative des monnaies entre elles. On voit bien que l'euro, la ligne bleue, est en dessus. Elle est en ce moment à 4,01 contre 0,18 pour le dollar. Donc en principe, hein, cela valide effectivement la force haussière de la monnaie. Donc ça, c'est quand même quelque chose de garder dans le coin de notre tête quand on décide de trader une journée. Quelle est la force relative des monnaies entre elles? Ici, effectivement, on aura plutôt une tendance soutenue en direction de l'euro. Donc dans une paire comme l'euro-dollar, on soutient plutôt une tendance haussière, ce qui d'ailleurs est conforme à la tendance de fond. Hein, si maintenant on observe notre moyenne mobile long terme, la bleue, notre moyenne mobile moyen terme, la verte, et on voit bien que le prix se développe en ce moment en dessus des deux moyennes mobiles. Le signal que nous avons sur tous les écrans qui nous confirme cette indication, c'est la barre verticale verte. D'accord? Et cette barre nous indique clairement, en un coup d'œil, quel que soit le time frame, que le prix est en dessus de la moyenne long terme, moyenne mobile long terme, et en dessus de la moyenne mobile court terme. Voilà, je réduis à nouveau cette fenêtre. Alors si on veut se concentrer maintenant plutôt sur les time frames M30, M15, M5, M1, il faut qu'on se concentre sur une notion extrêmement importante qui est la notion d'accélération-décélération du cours. Jusqu'à maintenant, on a essentiellement parlé, puisqu'on était dans le moyen long terme, on a essentiellement parlé des forces d'accumulation-distribution. Bien entendu, l'accumulation-distribution garde toute son importance sur les time frames bas, M1, M5, M15, mais on voit bien effectivement que on est beaucoup plus sujet à ce qu'on appelle les... Je dois juste sourire à une réflexion qui vient de m'être envoyée par Jean-Paul, qui nous dit qu'il a la barre maintenant. Pour ceux qui étaient là hier, vous savez, le petit gag qu'on a fait. Ok, je continue. Alors, la synchronisation M30, M15, M5, M1, l'accélération et les ralentissements par opposition à ce qu'on appelle l'accumulation, par complément à ce qu'on appelle l'accumulation et la distribution. Alors l'accélération et les ralentissements du cours sont quelque part essentiellement
on les discerne pour l'essentiel au niveau de l'intuition qu'on développe. Je pense qu'avec la bonne interprétation du market road, c'est la chose la plus difficile. D'accord ? Cela, c'est vraiment l'expérience et les heures que vous allez passer qui vont à un moment donné vous permettre de dire « Ah, là, oui, là, effectivement, d'après la configuration que j'ai sur mon 720S722, le Stochastic 722, et ce que j'observe maintenant du prix, j'aurai bien au minimum 5 pips de poussée dans la direction que je vais choisir pour aller chercher un scalp. » Alors, arrêtons-nous un instant sur la notion de scalp. C'est un trade ultra court qui peut faire 1, 2, 3 pips, auquel on doit ajouter bien sûr le spread. Le spread, ben voilà, c'est la différence entre le bid et le ask. C'est le prix que l'on paye au broker pour pouvoir entrer dans la position. Donc il nous faut évidemment inclure dans notre objectif le spread. Alors, si j'observe le marché et que je remarque qu'effectivement je suis dans une condition, dans une circonstance qui manifestement me permettra de faire 5 pips sans prendre un trop gros risque, à ce moment-là je peux entrer sur le marché. Alors comment effectivement développer cette quasi-certitude? C'est là que l'intuition est extrêmement importante. Il n'y a pas que l'intuition. Il n'y a pas que l'intuition. Regardez bien ici, l'intuition va se développer en fonction évidemment de tout ce que vous observez sur les 4 graphiques que vous avez ici en bas. Première chose que vous allez instantanément observer, vous êtes bien dans un trend haussier. Comme d'habitude, vous décidez en principe de trader à la hausse, puisque la barre est verte. Hein. Donc vous tradez à la hausse. Si on était en zone de consolidation, là on tiendrait compte de la deuxième barre qui prendrait d'autres couleurs dans certaines circonstances. Ça c'est la première chose. La deuxième chose que vous observez tout de suite pour trader à court terme, c'est est-ce qu'on est en dessus ou en dessous du pivot journalier. Alors voilà le pivot journalier, vous le voyez ici sur les différentes échelles de temps. On est très proche du pivot journalier. Ici, maintenant il vient de disparaître, on est juste en dessous, hein, il est juste caché ici dans M1. Mais sur M5, il est encore bien visible. Voilà, notre pivot journalier ici. Et là, on trade en dessus. Donc tout ça confirme le fait que on est dans une phase haussière. Quel est donc le repère principal qu'on va prendre pour chercher des accélérations, éventuellement des ralentissements du cours? Ce sont les moyennes mobiles ultra courtes qu'on a ici. Et sur chacun de ces graphiques, vous avez une moyenne mobile de 15 et une moyenne mobile de 60 hein, à chaque fois. Sur chacun de ces cours, moyenne mobile 15, 60, la rouge et la olive, hein, 15, 60, 15, 60. Et je vous rappelle cette règle extrêmement simple. Quand le cours se développe et que vous observez les deux moyennes mobiles s'écarter l'une de l'autre, le cours accélère. Quand vous voyez les deux moyennes mobiles se resserrer, comme on le voit ici sur M1, le cours ralentit ou décélère. Okay? Donc l'accélération, décélération est instantanément visible sur le graphique de cette façon-là. Voyez si le cours accélère ou décélère. Donc là, très clairement, en confirmation aussi de ce qu'on observe sur le Stochastic 722, on a ici, on est entré dans une phase au niveau M1 de distribution, d'accord? Et on voit tout de suite la décélération du cours. Pour l'instant, ben, on fait un plat, hein, on est à 1,3672 à peu près. Et on est bien sur un niveau qu'on tient depuis plusieurs minutes maintenant. On a essayé de monter un petit peu plus haut ici, mais là pour l'instant, effectivement, c'est 1,3670 qui semble nous attirer le plus, 70-75, et c'est effectivement dans cette zone-là que l'on observe ces petites distributions, et maintenant, hop, on est reparti à la hausse. Donc ça, c'est essentiellement l'information que vous allez tirer à très court terme. Hein. Donc M1, M5, éventuellement M15, un tout petit peu moins M30, puisque on trade ici très court quand on parle de scalping. Donc ce qui va nous intéresser ici, c'est est-ce qu'on est dans accélération-distribution. Vous remarquez aussi que si vous regardez M5, on est encore dans une phase d'accélération, alors que M1, on est déjà dans une phase de ralentissement. J'ai dit distribution, c'est ralentissement, ou décélération. D'accord, on le voit parce que la moyenne mobile rouge devient plate, que la moyenne mobile olive est encore en train de monter. Les deux moyennes mobiles sont très montantes sur M5. Donc pour l'instant,
Et on observe le plat aussi ici, hein, depuis 15 minutes. On voit que le cours effectivement se développe autour de 1,3673. Là, je suis sur M5. D'accord? Donc depuis un quart d'heure, voilà ce qui se passe. C'est le quart d'heure qu'on observe ici. Voilà, c'est 15 bougies qu'on a ici sur M5. Et le quart d'heure en question, bah, si vous le regardez sur M15, il est là. Okay, donc pour l'instant ici, est-ce qu'on a une opportunité de trade? Pas du tout. Qu'est-ce qu'on attendrait comme genre de signal? Un genre de signal qui nous permettrait de prendre un trade à la montée, si on décide de s'appuyer sur la moyenne, pardon, sur le mouvement global du cours, c'est-à-dire haussier, puisqu'on trade en dessus de la moyenne mobile longue, hein, la moyenne mobile bleue, d'où la barre verte qu'on a ici. Et on attendrait d'avoir un signal qui se coordonne sur les différents time frames, M30, M15, M5, et on attendrait ensuite le bon signal sur M1 avant d'enclencher. Donc qu'est-ce qu'on observe ici? En M30, regardez, on a une longue phase de distribution, ensuite on a d'accumulation, ensuite un plateau, qui est toujours bon signe pour une pression descendante. Ensuite, on a touché le bord de la route et puis on remonte. Hein. C'est ce qu'on observe si vous regardez maintenant. La même séquence ici sur M15, regardez. On est ici en bas, on monte, on plaque en haut et on a ici cette courbe pour se retrouver dans la situation actuelle. D'accord? Maintenant, si on découpe ça encore davantage, regardez, on vient encore plus bas, donc une analyse avec un zoom plus fort. On zoome dans ce qu'on observe ici, regardez là où je place le curseur. Hein. On va maintenant zoomer cette partie-là. On peut même ici zoomer la pointe, là où j'ai le curseur. Je vais peut-être marquer un tout petit rectangle, comme ça sera plus visible pour vous. Regardez, si on zoome ici. Oui. Est-ce que je suis bien? Attendez, bougez pas. Il faut que je sélectionne la bonne fenêtre d'abord. Voilà. Comme ceci. Et si je veux zoomer cette partie-là, d'accord? Voilà, ça c'est la partie qui m'intéresse. Cette partie-là, elle part d'ici. Alors, on clique sur la fenêtre, on choisit l'outil rectangle et on marque simplement cette section. Voilà, à peu près jusqu'ici. Voilà. Donc, ce qu'on est en train de visualiser ici, ça répond probablement à beaucoup de questions aussi que certains d'entre vous ont. Attendez, je vais juste désélectionner mon outil. Voilà, c'est fait. À propos de comment synchroniser comme ça les différents time frames entre eux. Hein. Il faut simplement se rappeler comment les time frames se développent. Là, on part du général, on va au particulier. Donc, cette section-là, chaque bougie est un quart d'heure. Chaque bougie, quart d'heure, va donc se développer ici en 3 bougies, 5 minutes. Très logique. Donc, vous prenez simplement un repérage qui vous montre quel est le mouvement qui correspond à ce que vous observez ici. Puis on le voit bien, cette descente, cette pointe, cette remontée, c'est cette descente ici pointe vers le bas, qui ici a plaqué à 5 minutes, la distribution a touché les 100 et est remontée ici. D'accord? Donc c'est vraiment ce mouvement qu'on voit. Donc très clairement, on est bien dans quelque chose de haussier. Pourquoi est-ce que je dis qu'on est haussier? Simplement parce que on le voit ici sur M30 déjà. D'accord? On est descendu, puis on est remonté, donc on plaque pour l'instant dans une zone qui est haussière. On n'est pas allé chercher une distribution qui nous a tiré vers le bas pour aller chercher ensuite un nouveau plus haut, mais on est resté effectivement dans un mouvement haussier. Voilà. Autre chose que l'on observe ici, c'est là, si je reviens sur M15, la portée ici de notre petit carré qui est reporté sur M5 maintenant. Et si j'analyse ce signal sur M5, j'aurai effectivement sur M5 un point d'entrée scalp qui pourrait être situé à 20-21 ici. Il serait de bonne qualité parce que regardez là où on croise la SS722 qui est le stochastique retard qu'on a ici. Hein. C'est une moyenne mobile de 5 sur le S722 qu'on a là. Et ensuite, dès qu'on a croisé 20, donc on serait à 21. Si vous prenez maintenant l'entrée du signal qu'on aurait à ce moment-là, alors, on va juste prendre l'outil, excusez-moi, voilà.
se signaler ici à peu près. Voilà, si on attendait le début de la bougie suivante, pour être tout à fait juste, on serait situé ici, puis on aurait effectivement eu une dizaine de pips, 13 pips même, donc la poussée aurait effectivement été suffisante. Hein. Néanmoins, comme si vous regardez sur M15, hein, on n'est pas descendu très bas avant de remonter, c'est impossible sur ce graphique-là de discerner à partir de M30 et M15 est-ce qu'on a suffisamment de poussée vers le haut. C'est un signal de réentrance dans la tendance, on est tout à fait d'accord, mais est-ce qu'on a effectivement une accélération suffisante qui se manifeste pour qu'on puisse prendre ce signal en toute sécurité? Alors, on aurait pris ce signal, à mon avis, à juste titre. Maintenant, ce signal-là, comment est-ce qu'on l'aurait visualisé sur M1? Alors, c'est ce qu'on va voir maintenant. Pour ce faire, sur M1, je vais simplement stopper l'avance automatique, le auto-scroll. Hein. Je sors ici la petite icône auto-scroll, de façon à ce que je puisse reculer le graphique. Voilà. Et voir ce qui se passe pendant toute cette session-là, pendant toute cette partie-là, avant qu'on commence notre montée. Et si vous regardez bien, là où j'ai le curseur en ce moment, c'est cette position-là. C'est là qu'on a ici cette remontée qui commence. Si on recule encore un petit peu, pouvez-vous repérer dans le temps. Hein. Alors, ce qui nous intéresse, nous, c'est cette descente-là. Voilà. D'accord? On a cette descente qui commence ici. Alors, si vous avez un doute hein, que vous êtes à la bonne place, vous allez simplement sur la bougie, puis vous lisez. Ici, 21h29, 9h41, très bien. Hein, si on regarde la bougie qu'on a là, cette fois-ci, je suis sur l'autre graphique. Il est ici, je cherche juste l'heure, voilà, 9h. Ici, et là, j'étais sur... Attendez voir, c'est celle-ci. Voilà, 9-0. Et ici, si je suis bien dans le mouvement que je crois voir... Hein, il est encore plus loin. Il est encore plus loin. Alors, on va aller chercher. 8h... 9h. Voilà, il est ici. Alors, 9h, voilà. On serait ici. Et cette pointe qu'on voit là, on la voit ici. Alors, on va juste aller vérifier. Pour lire les chiffres, hein, quand vous êtes sur la bougie, vous regardez la ligne d'état en bas. La ligne que vous avez ici. Dès que vous êtes avec le curseur sur une bougie, vous donne les informations correspondantes. Hein. Donc, si jamais vous êtes en train de chercher l'information, vous pouvez aussi aller sur le prix de clôture de la bougie. À ce moment-là, il vous affiche une étiquette. D'accord? Si vous êtes prix de clôture ici de la bougie, ben voilà, on vous donne l'heure, 9h02, et puis le point haut, le point bas de la bougie. Et si vous êtes sur une bougie noire, ben, le prix de clôture est en bas. D'accord? Mais sinon, quel que soit l'endroit où vous cliquez, enfin où vous passez sur la bougie, on vous affiche tout en bas dans la ligne d'état la situation de cette bougie. Hein? Voilà, donc là on est bien à 9h02, ce qui correspond ici au début de cette descente. D'accord? Ça c'est cette descente qu'on a là. Et cette descente, si vous regardez bien ici les petites hésitations qu'on a sur M5, ensuite le petit crochet qu'on a là, c'est ce qu'on voit ici. On a une descente jusqu'en bas, ensuite on a cette remontée, ce qui est celle qu'on observe ici. D'accord? Et ensuite on redescend jusqu'en bas, c'est ce qu'on observe ici sur M5. Ensuite on a une poussée vers le haut, qui est le petit crochet qu'on a. Puis là on plafonne pendant un moment et ensuite hop, on va coller vers le bas, c'est ce qu'on observe ici, sur M5. Et ensuite, ici, on a le fameux signal, c'est ce signal-là qu'on cherchait, qui démarre exactement ici. D'accord? Vous voyez l'importance de synchroniser les deux. En l'occurrence ici, si vous faites du scalping, même les trois. On voit qu'ici, pas beaucoup d'indications sur M15. Hein, on voit simplement effectivement qu'on est dans un mouvement haussier. Donc c'est M5 et M1 ici qui vont nous intéresser si on veut entrer un scalp à ce niveau-là. Et on chercherait là, ici sur M5, le signal avec le point d'entrée qu'on aurait sur M1. Et là, on sait qu'on peut rentrer dans le scalp. D'accord? C'est ça qu'on cherche. Ça demande un peu d'habitude. Puis évidemment, il faut être devant l'écran quand ça se produit. C'est toute la difficulté du scalping. Hein. Ça, vous êtes devant, vous avez le nez collé à l'écran et vous regardez ce qui se passe minute après minute après minute. Pas d'autre solution. Alors, si on regarde maintenant le point d'entrée qu'on aurait, ouais, le plat qu'on a là, c'est le plat qu'on a ici. Ensuite, le point d'entrée qu'on a là, on l'a même ici
bien avant, enfin bien avant, hein, si je regarde le croisement ici, on est sur M, je vais prendre ma petite, mon outil croix, voilà, comme ça, on a le croisement ici, voilà, on est sur cette bougie là. Alors, sur cette bougie, il est 10h08, et le prix de sortie, le début de la suivante, on a un 36,62, d'accord? Si vous regardez maintenant la même configuration ici, alors, on est ici sur la bougie 10h05, ouais, le temps de retard qu'on a. Alors, attends, je ne vais pas vous dire des bêtises. 10h07. Voilà, 10h07. Et ici, voilà, on est à 10h09. Là, on a notre croisement qui se fait sur cette bougie, là, 10h05. Et on a dit début de la bougie suivante, 10h10. Voilà. Puis là, on est à 36,65 au moment où la bougie s'ouvre. Si on avait dit ici 10h10, on est à 36,62. D'accord? Donc la confirmation, la synchronisation entre ces deux time frames nous permet de rentrer un trade qui, on ne sait pas s'il aura une grande force, hein, à cause de ce qui se passe sur M30, M15. On est vraiment plutôt dans une logique de réentrance. En plus, si vous regardez les time frames plus haut, on voit bien qu'on est plutôt dans une phase plate, hein, dans une phase dite de range, de consolidation, mais pas au sens consolidation méthode A à Z. Hein. On est bien dans une phase de plat depuis maintenant un certain nombre de jours même. On le voit ici sur H4, on le voit aussi sur H1. On a des phases d'hésitation ici depuis plusieurs jours. Hein. C'est vraiment une bagarre pour, à un moment donné, casser un niveau vers le haut ou vers le bas. Rappel aussi, on est ici appuyé sur la moyenne mobile long terme. Donc tant qu'on n'a pas pris réellement un mouvement vers le haut ou vers le bas, ça reste de toute façon fragile. Hein. Quand je vous dis ici trader vers le haut, bien entendu, on va tenir compte aussi du fait que pour l'instant, on n'a pas vraiment un décollage qui nous pousserait à entrer ici un trade long terme. On peut même dire, si vous regardez H4, qu'on a un escalier descendant au niveau du pivot journalier. Donc plus le pivot journalier sera proche de notre moyenne de long terme, plus on sera méfiant parce que c'est impossible de déterminer une tendance long terme à partir de là. On ne saura pas entrer un trade qui nous permettrait de dire ça c'est un bon trade long terme. Par contre, si on en reste strictement à notre logique de trading court terme, de sens de trading, et qu'on décide effectivement de trader à la hausse dans cette configuration-là, à ce moment-là, effectivement, notre signal qu'on a là est parfaitement valide. Et c'est l'analyse, là tout ce que je décris maintenant verbalement, c'est une analyse qui se fait en un clin d'œil. D'accord? Ça se fait vraiment en un clin d'œil avec l'habitude. Probablement maintenant vous vous dites, ouh là là, mais alors qu'est-ce qu'il y en a des trucs à regarder? Mais en fait vous regardez exactement la même chose, simplement sur des unités de temps différentes. Donc, vous avez zoomé. Alors vous êtes parti ici de M30 et vous avez décidé de zoomer ce petit signal-là pour voir voilà, ce qui se passait là. Très bien, parce que maintenant il fait un plat, et puis en fait vous vous dites, mais pourquoi? Vous regardez sur M15, ok, on a ici une remontée. Vous regardez sur M5, ici, cette petite remontée que vous avez là, c'est ici que vous la situez. Puis ensuite sur M1, vous captez le point d'entrée ici. Et c'est là, effectivement, que vous pouvez prendre la décision, ok, je rentre ou je rentre pas au niveau de ce scalp. Alors vous me direz, vous avez raison, c'est toujours facile de faire une analyse après coup, puisqu'on a l'élément d'historique qui suit. Et ça c'est maintenant le point où l'intuition entre en ligne de compte. À force de faire et de refaire des trades en réel, où vous n'avez pas la vision future de ce qui se passe, vous finissez par avoir ce sentiment qui se développe. Et ça, c'est très important. Et par exemple, là, vous avez pris le signal, très bien, il s'est avéré positif, mais vous faites maintenant un long plat en haut, et puis vous avez un début de descente. Alors, si on regarde maintenant ce qui s'est passé, le long plat en haut sur M5, sur M1, c'est cette suite de zigzags que vous avez. Vous voyez bien aussi que la route est tirée vers le haut. Alors, là, je retourne au bout. Voilà, la fin de ce zigzag, puis ensuite, pof, vous avez cette chute sur 0. Donc on a le début ici du mouvement baissier, mais tout de suite derrière, hein, on a de nouveau une force montante. D'accord? C'est ce qu'on a ici. Là, pour l'instant, on est en train de descendre.
La force montante va se valider sur M5 au changement de bougie prochain. Si effectivement la clôture se fait à ce niveau-là, ben vous verrez ici un petit crochet qui se dessine. Hein. D'accord. Ce petit crochet aura toujours une bougie de retard par rapport à ce qu'on observe ici. La raison aussi pour laquelle vous devez toujours aller voir sur les time frames plus bas ce qui est en train de se construire. Et là, vous voyez, la bougie suivante, elle vient de se fermer à la baisse. Donc là, on était à la hausse qui montrait ce petit crochet vers le haut. La clôture à la baisse, donc la bougie qui vient de s'ouvrir ici à la baisse, a maintenant provoqué cette descente. D'accord. Et il semble bien qu'on amorce un petit mouvement de distribution un petit peu plus fort. Mais de nouveau, ça risque d'être de quelques pips seulement, hein, parce qu'on n'a pas de force pour l'instant sur le marché. Donc, trader sur un marché comme celui-là, d'abord, c'est extrêmement difficile et c'est aussi extrêmement risqué. Dans une situation comme celle-là, si je décidais de trader la paire euro-dollar, en voyant comment le marché se configure avec le peu de force qu'il y a pour l'instant, j'irais d'abord voir qu'est-ce qui se passe aujourd'hui au niveau des données économiques. Est-ce que les traders sont juste en attente? Concrètement, il se passe quoi? Alors, je vais vous montrer comment je fais ça. Donc, je prends simplement une fenêtre. Je suis juste en train de l'afficher de l'autre côté. Voilà. Une fenêtre. Alors, outils Forex, calendrier économique. Voilà. J'attends juste qu'il s'affiche, ensuite je mettrai ma fenêtre par-dessus le graphique. Hein. Voilà, encore une petite seconde. Voilà, on y arrive doucement. Alors, c'est bon. Donc je vais déplacer ma fenêtre ici. Là voilà, donc là j'ai simplement été sur le site Forexagon, sur outils, calendrier économique, qui va me donner les indications importantes dont j'ai besoin. Je clique simplement sur aujourd'hui. Voilà. On va simplement attendre le jour. Voilà, c'est bon. Le 29 janvier. Voilà ce qui se passe maintenant. Et là, j'ai désélectionné, enfin, je n'ai sélectionné que l'euro et le dollar comme devise, hein, de façon à simplement me concentrer sur cette paire de devises-là. Et j'ai maintenant les indications qui s'affichent. Alors, à 3 heures du matin, à 8 heures du matin, à 10 heures, là il est 10 heures, c'est juste maintenant. On a effectivement deux annonces euro, offre monétaire M3, ensuite emprunt privé. Ce sont des annonces de moyenne importance et de faible importance, donc il y a de fortes chances qu'on n'ait pas grand-chose comme effet ici sur le Forex. Et puis je vois ici inventaire du pétrole, moyenne importance. Ok. On n'aura probablement pas de gros mouvements à ces horaires-là, sauf surprise. Par contre, à 20 heures, on voit déclaration de la FOMC. Donc là, ça peut effectivement avoir de l'importance, hein, parce qu'en fait, c'est régulièrement la conférence qui donne des indications sur la politique monétaire de la Réserve fédérale aux États-Unis. Donc le dollar, évidemment, est extrêmement concerné par cette annonce. Et là, en fonction de l'annonce, si c'est confirmation de ce qui existe ou tout à coup une surprise, il peut y avoir des mouvements assez forts. Donc quand je vois ça, évidemment, je me dis, ouh là là, ça risque d'être une journée plutôt plate. Et pour faire du scalping dans une journée plate, c'est pas impossible, mais si vous avez une volatilité de 20, 30 ou 40 pips, c'est vraiment difficile d'aller chercher les 5 pips dont vous avez besoin, et surtout d'en repérer l'élan. D'accord? L'accélération et la décélération. Donc, personnellement, une journée comme ça, je ne trade pas en scalping ou en day trading. Ça n'a pas de sens. Vous allez tout au plus faire du pile ou face. Alors, si votre but c'est de faire du pile ou face, bah, à ce moment-là, vous allez au casino. Si on veut trader, on peut pas se permettre du pile ou face simplement. Hein. Alors, je regarde les questions qui sont venues entre deux. Alors, comment définis-tu le point de sortie? Tu donnes un nombre de pips à faire. Oui, c'est. Alors dans le cadre du scalping, le point de sortie va effectivement dépendre d'un certain nombre de facteurs. Je donne le principal. En général, le scalper se donne un objectif et il se met directement un take profit. Ce take profit est souvent situé entre 3, 4 et 5 si c'est vraiment du scalping pur, parce qu'on traite très très court. Une deuxième technique qui consiste à, dès que
le prix a touché 5, si c'est mon objectif, à ce moment-là, je monte mon stop loss et je le mets à 2. D'accord? De façon à ce que si le cours se retourne, ben, je vais au moins encaisser mes 2 pips, mais j'ai protégé à ce moment-là mon trade. Si j'ai un petit peu de chance, ben, le trade va se développer sans revenir en arrière et revenir en arrière de 3 pips, et puis toucher à ce moment-là mon stop loss et encaisser mon mini gain de 2 pips. Et puis on va continuer à développer un trade plus long. Alors après, ça dépendra effectivement de la configuration. Je peux peut-être, si je suis tout à coup je m'aperçois qu'il y a un trade aussi un petit peu plus important, ben je peux tout à fait attendre qu'il y ait eu plusieurs zigzags. Hein. Là, on est dans la théorie de dos, et que effectivement je puisse à ce moment-là euh, prendre plusieurs vagues successives avant de fermer mon trade. Par contre, le principe du scalp, c'est toujours de trader court. D'accord? Transformer un scalp en trading long, pourquoi pas, mais à ce moment-là, vous seriez dans une configuration du type de ce qu'on observe maintenant. Vous voyez, où on est, si vous regardez sur H4, on est vraiment en train de flirter avec le long terme, et puis on attend que le marché nous indique une vraie direction à la hausse, à la baisse. Alors, si vous avez pris un scalp à un moment fatidique comme celui-là, et que tout à coup le marché se développe dans la direction long terme, bah à ce moment-là, effectivement, enlevez tout de suite votre take profit et laissez votre trade ouvert. Puis à ce moment-là, vous pouvez commencer à pyramider dans une logique de trading à moyen et long terme. Et là, c'est du pur hasard si vous tombez sur un moment comme ça. C'est vraiment du pur hasard, hein, soyons clairs. Cela dit, c'est pas impossible que ça puisse se présenter un jour comme ça. Hein. Alors, question suivante. Tu donnes un nombre de pips à faire, oui, tout à fait. Et tu arrêtes dès qu'il est obtenu, oui. C'est le principe du scalp. Hein. Le principe du scalp, c'est je me fixe 3 pips, j'encaisse. Je me fixe 5 pips, j'encaisse. Ou alors je me fixe 5 pips. Dès qu'ils sont là, je me mets un stop loss qui devient un stop de protection, puisqu'on est en dessus du gain, hein, de 2 pips. Et effectivement, je laisse le trade se développer. Je décide à ce moment-là, manuellement, à quel moment je sors. Voilà, là, on est vraiment dans des techniques de management de scalp. Alors, une autre question qui se pose forcément, c'est quand tu ouvres ton scalp, est-ce que tu mets un stop loss? Ça, c'est la question suivante, elle est parfaitement logique. Regardez la configuration qu'on a ici. Voilà, si on était entré avec un scalp ici, puisqu'on avait un signal tout à fait valable, bien synchronisé sur time frame M1, M5, quand on entre ici, on a dit on est sur cette bougie-là. Comment est-ce que je pourrais illustrer ça? Je vais rentrer ici un trade. Alors, on va initialiser. Je vais juste ouvrir ici le One Trade. C'est juste pour l'illustration. Hein, c'est un trade complètement bidon. Alors, je vais mettre ici une taille de lot de 0,01. Et je vais rentrer un buy. Regardez, je rentre un buy. Voilà, là, on est vraiment en scalping. Hein. Voilà. J'entre un buy. Voilà, mon buy est là. Et maintenant, première chose à faire, je vais placer mon stop loss. Hein. Comment est-ce que je peux placer un stop loss directement sur le graphique? Avec la touche Alt enfoncée, je vais sur le prix et je descends simplement en traînant. Il faut juste que je sois dessus à ce moment-là. Hein. Voilà, et je descends simplement mon stop loss. Voilà, il est là. Et le stop loss, ici, je le mets en dessous du dernier plus bas. Au niveau du dernier plus bas. Voilà, ça sera mon stop loss pour le scalp. Ça, c'est vraiment le plus simple. Vous ne vous cassez pas la tête, il n'y a pas de long calcul à faire, vous vous placez sur le plus bas. Si vous avez un point d'entrée, comme c'était le cas ici, hein, là, si maintenant je descends le stop loss ici en bas, c'est là où je l'aurais placé tout à l'heure. Donc, on est entré sur cette bougie-là, et j'ai mis mon stop loss ici en bas. Si vraiment mon signal était complètement pourri, qu'est-ce qui se passe? Ben, vous regardez, on calcule la distance qu'on a entre le point d'entrée et le stop loss. On aurait perdu ici 6,7 pips. Ok, 6 pips et demi pour faire simple. D'accord? Avec un potentiel ici de 3 à 5 pips facile. Donc si effectivement j'ai... C'est la base en scalping. Hein, si j'ai 75-80% de trades gagnants, mon compte augmente. Je dois savoir accepter mes pertes. Ça sera tout un sujet aussi à développer. C'est pratiquement le plus difficile pour le trader débutant, c'est d'accepter qu'il doit perdre pour gagner. J'ai mis longtemps pour comprendre ça, je peux vous le dire.
Voilà. Maintenant, mon scalp est configuré. Donc, j'aurai mon point d'entrée ici. Ici, je vous rappelle que mon scalp est complètement bidon, hein, puisque j'ai juste placé mon trade ici pour illustrer la façon de faire. Et si maintenant je vais fermer mon trade, ça c'est une autre façon. Comment on ferme un trade sur le graphique? Vous venez simplement sur le prix, bouton droit, et vous pouvez cliquer sur Close. Simplement. Vous n'avez pas besoin ici d'aller dans le terminal ou de faire quoi que ce soit. Tout peut se faire directement sur le graphique. Hein. Je le précise parce que je sais que de nombreux utilisateurs de MT4 ne connaissent pas ces astuces. En fait, elles sont relativement récentes. MT4 a été, je dirais que ce one-click trading, c'est-à-dire trading en un clic, est entré dans la configuration MT4 depuis l'été passé à peu près. Donc c'est relativement récent. Alors, si vous voulez cacher ensuite votre petite grille de trading ici, voilà, vous pouvez le faire ainsi, et hop, on se retrouve juste en configuration d'analyse. D'accord? Vous vous rappelez de ces choses, je n'ai pas tellement prévu que je parle de ça ce matin, mais enfin, puisqu'on est déjà dans le sujet, voilà comment concrètement on scalpe. Dès que vous avez un signal, vous commencez par placer un stop loss, ça c'est hyper important. Vous le faites systématiquement à partir du graphique, pas besoin de vous casser la tête. Je voudrais juste encore, puisqu'on parle de ça, signaler une chose extrêmement importante. Extrêmement importante. Alors, je vous donne ici tout de suite un exemple. Non, on va le faire comme ça. Regardez. On va prendre le market, ce qu'on appelle le market watch. Vous allez sur EURUSD, j'ai simplement cliqué dessus. Maintenant, bouton gauche. Et puis, je cherche symbole. Ah oui, il suffisait d'aller ici aussi. Je crois que c'est groupe 1, sauf erreur, je suis même plus sûr maintenant. Là, c'est les propriétés que je vais afficher au groupe 2. EURUSD. Attendez, là, je suis juste en train de chercher la monnaie pour vous donner l'information. Groupe 1. Non, là, j'ai rien du groupe 1. Groupe 2. Alors, EUR. Et pas là non plus. Est-ce que c'est dans le groupe 3? Pas non plus. Le groupe 4, non. Pourquoi je le vois pas? Alors, je reviens dans mon groupe 1. Je dois être Miro. EUR. Non, ça c'est clair que non. Ensuite, groupe 2, c'est là qu'on doit le voir. USD. Je cherche bêtement l'euro-dollar, je suis pas foutu de le voir. Alors, où es-tu? Elles sont en principe placées par ordre alphabétique. Non mais je rêve. Alors, groupe 3, là on a juste les métaux. Groupe 1, EUR, ça s'arrête là. Non, je m'excuse, hein, je suis en train de barboter tout seul. Ça c'était vraiment important, donc ça m'embête. Bon écoutez, on va le faire autrement, on va prendre une autre monnaie, parce qu'après je ne vais pas continuer à chercher alors que j'ai manifestement pas les yeux en face des trous. Prenons par exemple AUD CAD. D'accord, j'ai sélectionné ici cette ligne, puis maintenant je clique sur propriété. Et vous avez ici des informations sur le compte. Voilà, et vous avez en particulier une information très importante qui est le stop level. Le spread, voilà, bon ça peut évidemment changer d'une fois à l'autre. Le nombre de positions, mais ici le stop level. Voilà, alors ouais, j'aurais quand même voulu, parce que là on est dans des cas particuliers, je vais juste tester. Bon, je vais passer par un autre chemin, parce que je vais vraiment vous montrer cette information. Et puis maintenant, je vous ai montré quand même comment vous pouvez aller la chercher. Donc vous irez la chercher par là. Moi, je vais afficher ici mes petits outils perso. Et on va prendre Account Info. Je vais ouvrir provisoirement. On va faire ça comme ça. New Chart, juste qu'on ait une fenêtre pour afficher l'information. Et puis je me mets dessus les Accounts Info, c'est-à-dire les informations du compte. Attends. Voilà. OK. Et on attend qu'il nous affiche ces infos. Voilà. Alors je sais pas, ça sera peut-être pas très visible chez vous, je m'en excuse, mais ce qui nous intéresse, peut-être
On a essayé de disposer ça. Voilà, ok, comme ça vous les avez un petit peu mieux. Ce qui nous intéresse, nous, c'est ça. Le stop level est à 40. 40, donc 4 pips. Vous ne pouvez pas placer un stop, que ce soit un take profit ou un stop loss, à une distance plus petite que 40. Ça, c'est vraiment important, hein, parce qu'on a 40 ici, 40 points, donc 4 pips de distance du prix du marché. Vous vous rappelez de ça? Donc, quand vous avez ouvert, je vais fermer cette fenêtre, quand vous avez ouvert le trade tout à l'heure, j'ai glissé mon stop loss et j'étais à 6,5. 6,5 de distance à partir de mon trade. Mais si maintenant le prix était descendu et que tout à coup il n'y a plus qu'une distance de 3,5 entre le prix du marché et le stop loss que j'aimerais mettre, il ne l'acceptera pas. D'accord? Ça, c'est les limitations que le broker impose. En clair, quand vous scalpez, vous devriez choisir, si vous voulez vraiment scalper, vous devriez choisir un broker ECN avec un stop level de 0. Comme ça, vous n'avez jamais de surprise. D'accord? Sinon, vous êtes parfois obligé de mettre plus de stop que ce que vous aimeriez. Mais si vous avez un stop level de 0, à ce moment-là, vous évitez cet inconvénient. Mais il faut quand même le dire que la plupart des brokers qui se disent ECN ne sont pas vraiment des brokers ECN. Et si vous voulez, ils vous disent qu'ils sont ECN parce qu'effectivement, ils laissent passer le signal directement chez leur provider. Et la question ici qui se pose, c'est très concrètement, qu'est-ce qui se passe avec la gestion des stops, voilà. Et si ils interviennent entre deux pour mettre des limites du style de celles qu'on a ici quand on parle de stop level, on peut plus vraiment parler de ECN pur. Hein. Donc là, il y a quand même une intervention sur le cours, pas forcément sur le cours, mais enfin sur la configuration des trades que vous pouvez faire. C'est pas du pur ECN. Donc quand vous scalpez, idéalement, c'est d'avoir un broker ECN pur qui accepte donc un stop à 0. D'accord? Comme ça, vous pourriez même, si vous avez un scalp, vous pourriez même mettre un stop à moins 2 pips, par exemple. Là, vous avez un stop à 4, hein, minimum, puis vous avez déjà un spread de 2. Donc, vous ouvrez déjà avec moins 2 pips. Si vous ajoutez 2 pips de stop loss, vous êtes à 4 et vous n'avez déjà plus que 4 pips. Hein, plus que 2 pips de volatilité, si vous voulez, hein, pour que le cours, que le développement du prix ne vienne pas manger votre stop, simplement. Voilà, j'ai l'impression de ne pas être forcément clair à tout instant, mais j'espère quand même que le message passe. Alors, voyons ici les autres questions que vous avez. Dans un trade réel, ici, un petit peu plus haut, le M1 étant en avance sur les autres time frames, nous rentrerions en retard sur le signal. C'est pas tout à fait juste de dire que M1 est en avance sur les autres time frames. M1 est un time frame, point, il n'est pas en avance ou en retard. Il vous donne simplement une lecture de ce qui se passe à l'échelle M1. Et c'est en synchronisant, vous, en tant qu'être humain, en synchronisant ce que vous observez sur M5 qui vous donne une image agrandie de ce qui se passe en M1, avec M15 qui vous donne une image agrandie de ce qui se passe sur M5, image agrandie M30, ce qui se passe sur M15, etc., que vous pouvez prendre de bonnes décisions. Donc, il ne s'agit pas ici de penser en termes de le signal est plus vite présent sur M1, etc. On aura ici, si vous reprenez l'exemple de tout à l'heure, on aura, au moment où le signal est présent sur M1, on aura un regard du côté M15, du côté M5 d'abord, pour simplement vérifier à quel niveau on est à ce moment-là. Est-ce qu'on est bien dans une synchronisation entre les niveaux que je veux pour pouvoir entrer? Donc si je veux entrer avec un niveau, et c'est le minimum dans une configuration journalière comme aujourd'hui, avec un niveau qui se situe à 20, 21 ou à 80, 79, 79 si je tradais à la descente, sur M5, il est évident que je dois capter un signal qui va venir de M1, et ce signal doit lui aussi être synchronisé sur la même échelle. Autrement dit, ce qui vient sur M1 à ce moment-là doit me confirmer que je suis bien dans la posture que je veux avoir sur M5. Et on ne peut pas simplement dire
M1 est en avance sur M5. Non, la lecture que je fais de M5 doit être synchronisée avec ce que je vois sur M1 simplement. Même chose si je fais une lecture sur M15 et que je prends la décision d'entrer à un certain niveau par rapport à ce que j'observe sur M15, c'est la synchronisation avec M5 qui va être déterminante. Alors, si je veux encore être plus pointu, je pourrais ajouter la synchronisation avec M1 de façon à entrer dans la meilleure configuration possible. D'accord? Ça n'en reste pas moins que quand on regarde M1, on est beaucoup plus facilement chaotique. D'accord? On a des signaux qui vont beaucoup plus vite vers le haut, vers le bas, parce qu'on a l'effet de zoom, simplement. Mais là, de nouveau, je peux parler des heures de ces phénomènes, c'est vraiment en vous entraînant que vous allez petit à petit les intégrer. C'est quelque chose qui va devenir comme une seconde nature avec le temps. Hein. Rappelez-vous aussi, et ça c'est vraiment important, on le voit bien d'ailleurs maintenant, si vous regardez ce qu'on observe ici sur M1, alors on n'est pas... voilà, là, on est maintenant dans l'observation du prix actuel de nouveau. Si je recule un tout petit peu sur M1, vous voyez, on a le cours qui est monté, qui est venu s'appuyer sur la moyenne mobile 15, qui a été rejeté vers le haut, qui est redescendu sur la moyenne mobile 15 et qui tout à coup l'a traversé. Puis on a dit là, on a commencé à faire un plat. Vous vous souvenez, c'est comme ça qu'on a plus ou moins commencé cette session. On a dit on fait un plat. Et effectivement, la décélération s'est confirmée, les deux moyennes mobiles ont continué de se rapprocher, puis on a fait un nouveau plus bas. D'accord? Alors que si vous regardez la même chose sur M5, on n'a pas de nouveau plus bas. On a simplement ici une poussée vers le bas. Non, c'est pas juste ce que je vous dis. Là, je suis en retard dans mon truc. Donc on avait le plus bas ici, on avait un nouveau plus bas, effectivement, par rapport à ce mouvement ici. Hein. Voilà, donc on est bien synchronisé avec M5. Très bien. Voilà, pas que je vous dise des bêtises en plus. Et maintenant, on est reparti à la hausse, on a traversé les deux moyennes mobiles, et on a fait un nouveau plus haut, et maintenant on est de nouveau dans une phase ici plate. Donc c'est vraiment en observant les différentes échelles de temps qu'on arrive petit à petit à discerner non seulement les phases d'accumulation, distribution, mais aussi d'accélération, décélération ou ralentissement. Et quand vous faites du scalping, c'est vraiment les phases d'accélération, décélération que vous devez apprendre à capter. Donc vous allez synchroniser l'accumulation-distribution avec les moyennes mobiles que vous voyez. On voit bien qu'on est en phase d'accélération assez nette sur M15. On voit qu'on est en phase d'accélération sur M5. Puis on voit que sur M1, comme c'est souvent le cas, on a des phases d'accélération, décélération. Le croisement ici des deux moyennes mobiles, on remonte. Et ce qu'on va chercher à capter ici, c'est les situations telles qu'on les avait là, sur M5, quand on a décidé d'entrer le signal tout à l'heure, où on se trouve effectivement bien synchrone avec le début d'une phase d'accumulation qui est en même temps une phase d'accélération. On le voit là d'ailleurs. D'accord? Là, on est en train d'ouvrir, puis là on est en pleine ouverture. D'accord? Et ici, ce qu'on observe sur le graphique un petit peu avant, voilà, on était par là. Sauf erreur, je ne vais pas vous dire des bêtises encore une fois. Alors, tac, tac, tac. Voilà. Alors, 10h33, nous 10h05. Voilà, ici. D'accord, c'était ce signal-là. On voyait très clairement ici, là, au moment où le signal était bon, là, on était bien ici dans une phase d'accélération, alors qu'ici, on devait encore croiser pour confirmer le fait qu'on était de l'autre côté. Comme on avait la phase d'accélération ici qui était confirmée, c'est un signal qui pour moi est valide. Ensuite, on a le plateau qu'on a ici en haut, là, on colle bien au nord. Et c'est tout ce qu'on a besoin de savoir à ce niveau-là, quand on décide ou non de prendre le risque. Mais non, là, on n'est simplement pas dans du pile ou face. Ces décisions sont prises de manière rationnelle par rapport à une observation qui est faite. Hein. Il y aurait bien d'autres choses aussi qui peuvent être observées. J'ai parlé très très rapidement hier d'un indicateur que moi je trouve formidable, mais qui nécessite d'entrer encore dans d'autres considérations, ce qu'on appelle le market profile. Pour le scalper, c'est aussi un complément qui est intéressant. Je ne vais pas m'arrêter là-dessus aujourd'hui. Là, on irait vraiment trop loin.
Ok, alors je reviens ici sur vos questions. Emma étant en avance, on y a répondu. On ne peut pas vraiment dire en avance, hein. Ce qu'on cherche plutôt, c'est à discerner la même chose sur les différents timeframes. Dans un trade réel, en situation, nous aurions le signal sur M1, nous attendrions le signal sur M5. Non, c'est l'inverse. On a le signal qui vient sur M5 et on attend que le signal vienne sur M1 si on veut être dans la situation de l'élan. On a dit on veut vraiment entrer dans une phase qui est la meilleure possible pour nous. Donc on attend d'avoir le signal sur M5 et on attend ensuite la confirmation sur M1. Si les deux se produisent en même temps, c'est parfait. Sinon, on patiente. D'accord? Donc c'est vraiment ce qu'on voyait là. Vous avez ici le signal qui se prépare sur M5, on approche de 20. On voit bien ici le plat sur M1. D'accord? On a fait la descente, on est ici. Et maintenant, on a les deux qui se synchronisent pratiquement au même instant. Mais dans la plupart des cas, vous aurez un décalage. Ce qui va se passer aussi, vous aurez peut-être un très très bon signal ici, où les deux plaquent à 0. Puis ici, sur M1, vous ne serez peut-être pas descendu jusqu'à 0 au moment où ici le signal devient valide sur M5. Donc là, vous évaluez à ce moment-là ce qui se passe sur l'accélération. Est-ce qu'on est bien dans une phase d'accélération? Si oui, à ce moment-là, effectivement, il est tout à fait logique et tout à fait valide d'entrer dans le trade quand on commence effectivement la montée. Si par contre, vous avez ici le signal qui est valide en M5, puis vous plaquez ici en haut sur M1 et que vous avez des allers-retours comme ça, c'est trop tard, vous avez passé le signal. Alors vous l'oubliez, il faut passer au suivant. C'est la raison pour laquelle ici, il faut vraiment être attentif et devant l'écran. C'est aussi la raison pour laquelle on a des alarmes à l'intérieur de l'indicateur. Hein, ça, on parlera de ça un autre jour plus en détail. Ok, là j'espère avoir répondu à la question. Donc c'est M5 qui nous donne le signal et M1 qui nous donne le top, si vous voulez. Donc c'est vraiment M5 qui va être déterminant si on trade selon la logique du scalper qui utilise la méthode de A à Z. Ensuite, M1 va simplement nous donner le moment précis où on entre le signal M5. C'est comme ça qu'il faut le regarder. Si vous le regardez dans l'autre sens, à mon avis, vous allez avoir des problèmes. Parce que vous allez vous efforcer de trouver le bon signal sur M1, alors que le bon signal est sur M5. M1 vous donne juste le top quand la configuration s'y prête. Hein. Le bon signal peut parfois être sur M15, M5. Hein. Donc tout dépend maintenant de la manière dont vous tradez. Alors, qu'est-ce qu'on a ensuite? Où trouver son portefeuille démo sur MT4? Alors, il n'y a pas de portefeuille, il y a juste un état de compte. Hein. Donc l'état de compte, si c'est à ça que tu fais allusion, Jean-Paul, il suffit de cliquer sur l'onglet Terminal ici, et puis tu vois ici la balance. D'accord? On a ici une balance 10 580.60, puis on aurait les trades ouverts qui sont là. Ok? Donc ça, c'est maintenant le... Si c'est ce que tu appelles le portefeuille, c'est ça. Et puis ensuite, l'historique du compte, c'est le deuxième onglet ici. Voilà, où on a l'ensemble de tous les trades qui ont été passés. D'accord? Et vous avez ici tous les trades qui sont là. Le dernier trade qu'on vient de passer tout à l'heure avec notre perte de 0,5, puisque je l'ai fermé en perte, bah, il est reporté ici, alors que si on avait visionné le terminal pendant qu'on était ouvert, on aurait vu ce trade dans cette liste ici. Voilà, donc ça à tout moment on peut ouvrir le terminal, regarder ce qu'il y a dedans évidemment. C'est même pas nécessaire d'ouvrir le terminal, on peut directement trader sur le graphique, hein, comme je l'ai montré avant. Ok, alors un stop loss mini entre 8 et 15 avec mon broker. Ça signifie que le scalping n'est pas possible avec mon... Non, là c'est vraiment... Si c'est un... Attention, faut pas confondre. Stop loss, moi j'ai stop loss ici, je pense que tu voulais dire un stop level. Hein. Stop level. Non, c'est pas... Voilà. Hein. Si tu veux couvrir effectivement protéger ton trade en ayant moins de 8 ou moins de 15 en fonction de la paire, bah tu pourras pas vraiment le faire. Voilà. Cela dit, tout dépend aussi des autres avantages que tu peux avoir chez son broker, chez ce broker-là. L'avantage d'un broker qui propose un stop à 0, c'est que tu décides vraiment en toute souplesse quand tu entres, quand tu sors. Hein. Alors ensuite j'ai un gros A, ça je pense que c'était lié à la découverte qu'on peut trader depuis le graphique. Pourquoi marquer le TP sur le graphe? Pourquoi marquer le TP sur le graphe? Ah, et pour marquer, pardon, pas pourquoi. Exactement la même chose que pour le stop loss. Simplement,
tire vers le haut, si c'est un buy, et vers le bas si c'est un sell, évidemment. Je refais l'exemple. Hein. On ouvre ici, je fais un buy. Il a pris 0,1 parce que 0,01 parce que j'avais. Voilà. Maintenant, tu veux ouvrir un take profit. Touche Alt, tu vas sur la barre de prix ici et tu tires simplement vers le haut. Hein. Voilà. Et là, tu attends take profit. Un stop loss, tu retournes sur le prix et tu tires vers le bas. Voilà. On y est. Puis là, j'ai mon stop loss, SL. Le take profit, il est caché par la petite boîte si je la ferme. Voilà. TP, take profit. Donc c'est exactement la même méthode dans les deux cas. Simplement, c'est vers le haut ou vers le bas. C'est ça qui va déterminer si c'est un stop loss ou un take profit. Si maintenant, j'entre un sell, donc voilà, mon sell est là. Depuis mon sell, alors évidemment, comme les deux sont très proches, oui, mais de toute façon, l'autre, je l'ai déjà ouvert, donc ça n'a pas posé de problème. Mon sell est là. Donc si maintenant, je vais rentrer un take profit sur le sell, je vais simplement, il faut que je sois dessus, voilà, tirer vers le bas, voilà. Attends, stop loss. Non, effectivement, il m'a déplacé celui-là, c'est pas ce que je voulais. Ah non, sell, c'est peut-être celui-là. Voilà, comme il est voilà, c'est ça, take profit. Hein. Comme il est très proche, évidemment, il faut bien regarder. Hein. Voilà. Ok, là j'ai mon take profit. Maintenant, la même chose ici, je vais dessus, hop, et je monte un 13 pips. Ici, mettre mon stop loss par là. Voilà. Si maintenant je ferme la boîte, je verrai bien que j'ai pu mettre mon stop loss ici. Et mon take profit ici. Qui correspond bien au numéro 72, qui est l'ouverture du sell ici. Voilà. J'espère ici avoir montré la chose. Maintenant, quand vous fermez, ben, c'est comme avant. Hein. Vous allez, faites un close du sell 01. Voilà. Bouton droite, close du buy. Voilà, c'est fait. Voilà, ça c'est très très pratique. Très très pratique. Ça a été quand même une grande amélioration de la plateforme quand depuis 6-8 mois maintenant, cette possibilité de trader autrement qu'avec F9, avec toute la lourdeur qu'on connaît. Voilà, c'est quand même extrêmement pratique. Ok, ensuite, voilà, déjà sélectionné en bleu dans le marché. Ah d'accord, c'était par rapport à ma recherche infructueuse de tout à l'heure. Alors, pas une bonne connexion, temps réel. À propos de la connexion, oui, j'espère que l'enregistrement aura marché, comme ça on pourra le mettre. Peut-on attendre un signal en M15 et prendre le top en M1 sans passer par M5 si pas synchrone? Ah, c'est pas une bonne idée à mon avis, bien sûr, on peut, c'est pas une bonne idée parce que être synchrone entre M5 et M15 est plus important que d'être synchrone entre M15 et M1 en l'occurrence. D'accord? M1 ne nous dit pas ce qui se passe entre ces deux espaces-temps. Donc si vraiment tu veux avoir une bonne synchronisation, tu synchronises les trois. Alors, peut-on attendre ici? Donc je voudrais savoir s'il n'y a pas de possibilité de télécharger la version off après. Alors ça c'est la réponse que j'ai donnée tout à l'heure. Le séminaire ici, si l'enregistrement s'est bien passé, il sera mis en ligne sur Forexagon. Ensuite, le TP est-il pris par la ligne buy ou sell? Le TP est-il pris par la ligne buy ou sell? Ah, je vais refaire ici une fois la démarche. Par contre, alors, c'est pas ce que je voulais. Excusez-moi, M5. Voilà, on va juste agrandir M5, comme ça on aura une meilleure visibilité. J'ouvre ici un sell, d'accord, et j'ouvre tout de suite derrière un buy. Comme ça on a les deux qui sont là, l'un très proche de l'autre. L'écart c'est le spread, hein, la différence qu'on a entre les deux. Maintenant, si je place un buy ou un sell, bah, ça va dépendre de là où j'ai le curseur au départ, simplement. Donc si je veux bouger le buy, mettre un stop loss au buy, je vais dessus, j'appuie sur la touche Alt, bouton droit de la souris, et je tire vers le bas. Voilà, j'attends juste qu'il soit marqué. Voilà, c'est fait. J'ai bien ici mon stop loss, je vais me le déplacer pour le mettre à un endroit du graphique où ça sera plus visible. Voilà, d'accord?
Là, j'ai mon stop loss et j'ai le numéro dessus, 41,05. Ça correspond bien au 41,05 ici du buy. Si maintenant, je vais sur le stop loss et que je me déplace dans la même direction, hop, là, sur le sell, je voulais dire, hein. Je vais sur le sell et je me déplace dans la même direction. Ben forcément, il a automatiquement généré un TP, donc un take profit, parce que c'est une vente. L'inverse, si je vais plus haut. Voilà, j'espère avoir répondu à ta question, hein. Merci beaucoup d'avoir été présent ce matin. Le coaching, l'enregistreur a l'air d'avoir marché jusque-là. J'espère qu'on aura plus de chance. En tous les cas, merci de votre présence. Je vous donne rendez-vous à demain et puis on poursuivra notre examen de tout ça en espérant que je puisse mettre l'enregistrement en ligne. Allez, à bientôt et à demain, hein.